Bon dimanche tout le monde, c'est votre topo des marchés du 13 mars. Moi c'est Éric Fournier, directeur département grains et commodités chez Bernard Breton Incorporé. Cette semaine encore beaucoup d'incertitudes. Qui dit incertitude dit également volatilité sur les marchés. Le conflit en Ukraine continue à alimenter toute cette volatilité-là. Là, ce qui préoccupe le plus le marché concernant le marché des grains et ce conflit-là, ben, c'est la période des semis qui s'en vient. Est-ce que l'Ukraine va être en mesure d'effectuer ses semis? Dans quelle proportion? Est-ce qu'ils vont être capables de le faire? La disponibilité des engrais pour essayer d'aller chercher des rendements maximum, c'est tout ce que le marché se pose comme question. La Russie a annoncé qu'elle coupait toutes ses exportations, donc tout ce qui est engrais et grains qui sortaient de la Russie, c'est terminé. Ça risque d'avoir un impact chez nous. À ce moment-là, c'est ce qui crée encore plus d'incertitudes pour la période des semis qui s'approche à grands pas. Maintenant, c'est une semaine de bilan. Mercredi, l'USDA a remis à jour son bilan mensuel. Je m'attarderai pas tellement au bilan américain parce que, en fait, il n'y avait pas tant de gros changements là-dedans. Rapidement, dans le maïs, le bilan américain, on est passé avec des stocks de fin de 1,54 milliard à 1,44. Le 100 millions de boisseaux provient des exportations en hausse de 75 millions et secteur de l'éthanol, un plus 25 millions, ce qui fait notre 100, ce qui fait que le bilan américain s'est réduit de 100 millions de boisseaux. Donc rien de très très significatif à ce niveau-là. On comprend rapidement que le conflit en Ukraine occupe beaucoup plus de place dans la tête du marché que le bilan américain. Là, ce qui va retenir vraiment l'attention, c'est les intentions d'ensemencement qui s'en viennent. On parle du 31 mars c'est un rapport très très important de l'USDA, donc à mettre à votre agenda. À ce moment-là, on va être fixé sur les superficies que les producteurs américains peuvent semer. Petit élément aussi, je voulais attirer votre attention ici, la carte de la sécheresse, on n'en parle pas beaucoup, mais la carte de la sécheresse présentement est la plus importante, la superficie qui est pas nécessairement en sécheresse extrême, mais en manque d'eau, est la plus importante depuis 2012. En 2012, on avait 65% du territoire. Présentement, on est à 61%, donc c'est la deuxième plus grande superficie qui est en manque d'eau présentement aux États-Unis. À l'approche de la période des semis, c'est peut-être pas une formule gagnante pour faire redescendre les prix, donc ça va être une préoccupation de plus en plus importante pour le marché. Le marché de météo en Amérique du Sud un peu moins important parce que les récoltes sont débutées et plutôt avancées. On va tomber dans un marché de météo américain là, très bientôt, donc cette carte-là à surveiller dans les prochaines semaines. Très importante pour les semis qui s'en viennent. Comme je vous disais, je me suis pas tellement attardé au bilan américain. Par contre, j'ai regardé le bilan mondial. Je pense que ça nous donne une idée. On parle d'Ukraine, on parle de Russie. Qu'est-ce qui fait quoi? L'USDA a publié aussi ses prévisions pour ce qui est de ce qui se passe ailleurs dans le monde. On commence ici avec le maïs. Au niveau de la production mondiale, si vous regardez la dernière ligne, on parlait de 1,1 milliard de tonnes pour 2020-2021, qui était l'année dernière. On passerait à 1,206. Donc, des stocks possiblement, une production possiblement plus importante cette année que l'an dernier. Au niveau mondial. Si on regarde les chiffres de l'Ukraine, on sait que c'est un joueur important dans l'exportation de maïs. Vous voyez que la production prévue cette année, elle était de 42 en février, passée de 41,9. Peu de changement à ce niveau-là, mais ce qu'il faut souligner, c'est que l'USDA a probablement pas pris en compte l'effet du conflit quand ces chiffres-là ont été mis à jour. Donc, ça va être un rapport qui va être à suivre là, dans les prochains mois. Qu'est-ce que l'USDA va figurer comme production au niveau de l'Ukraine. Donc, dans ce rapport-là, il n'y a pas vraiment d'impact présentement. Au niveau Amérique du Sud, vous voyez les deux premières lignes, Argentine et Brésil. On parle, il y a une réduction d'1 million en ce qui concerne l'Argentine, mais ça demeure une production qui sera plus importante que celle de l'an dernier. Vous voyez, l'an dernier était à 51,5 millions de tonnes. On serait ici à 53 millions. Et on était à 54 en février. Au niveau du Brésil, vous voyez, la sécheresse l'an dernier, 87, avait plombé la production de maïs au Brésil. Cette année, le chiffre restait inchangé à 114. Février à mars, on est à 114 millions. Puis vous regardez les années précédentes, c'est vraiment une grosse augmentation en termes de production de maïs. Donc, quand on parle d'augmentation des inventaires mondiaux, il y a une grande partie de cette augmentation-là qui provient du Brésil.
Consommation, les ending stocks, je pense que c'est, si vous regardez les chiffres ici, on est passé de 302,2 millions de tonnes à 300,9, légère réduction de prévision des stocks mondiaux. Les stocks en Ukraine, vous voyez, on était à 33,4 l'an dernier, on sera à 29,3 cette année, mais comme je vous dis, c'est sûr que ça, c'est sur l'ancienne production, c'est pas c'est la production de l'an dernier, et non celle de cette année. Donc, ce qui va être intéressant, intéressant. Je sais pas si je prends le bon mot en disant intéressant, mais ce qu'il va falloir suivre, je pense que c'est mieux dit. Ce qu'il va falloir suivre, c'est plutôt les prévisions pour la prochaine année de production. Le Brésil, les stocks de fin, 5, ça va. Maintenant, si on va voir du côté du complexe soya, la production au Brésil, vous voyez, hein, dans les deux dernières colonnes, on est passé de 134 en février à 127. Si vous vous souvenez, la prévision initiale était de 144. Avant les fêtes, là, on parlait de 144 millions de tonnes pour la production du Brésil dans le soya. On est rendu à 127. Donc, on voit que la sécheresse a eu un gros impact là, sur les prévisions. Ça fait 3 ou 4 rapports que l'USDA nous recule sa prévision. Excusez, la prévision de soya. Est-ce que ça va se poursuivre dans les prochains rapports? Ce sera à suivre. La récolte est plus que la moitié de réalisée, donc on va avoir des chiffres possiblement plus fiables. Ce ne sera pas seulement des estimations, mais des vrais chiffres. Au niveau de l'Argentine, ben, on a encore une réduction d'1,5 million de tonnes. On sera à 43,5. L'an dernier, la récolte avait été de 46,2. Là où il y a une grosse réduction de récolte, même si les chiffres sont plus petits, on avait parlé dernièrement, le Paraguay. On avait une production qui tournait autour de 10 millions de tonnes, on serait à 5, donc la production serait coupée de 50% cette année en raison de sécheresse. Le Paraguay était vraiment dans la zone critique très très sèche, là, parce qu'on parlait du sud du Brésil et du nord de l'Argentine, mais qu'est-ce qui se trouve entre les deux? C'est le Paraguay, donc c'était le pays au complet qui était en sécheresse. Au niveau des importations, vous voyez la Chine, qui est le plus gros importateur de soya au monde, ben, on avait une prévision en 97 qui était réduite à 94 millions de tonnes pour cette année. En comparaison, l'année passée, on était tout près du 100 millions de tonnes pour la Chine. Les exportations du Brésil, évidemment, vous voyez qu'on est passé d'une prévision de 90,5 à 85,5. Si la production est moins importante, c'est sûr qu'on va exporter moins. Les États-Unis, on a une révision à la hausse au niveau des exportations. Maintenant, dans le crushing, les ending stocks, on va voir les stocks mondiaux au final. Vous voyez, on est rendu à légèrement sous le 90 millions de tonnes. Alors qu'on était à 101, donc c'est plus de 10 millions de tonnes qui disparaissent du bilan. Pour ce qui est du soya. Maintenant, ici, si on regarde au niveau de la production de tourteaux, je me tiens plutôt au chiffre de l'Argentine ici, parce qu'on sait que c'est le principal, on le verra dans les chiffres plus loin, mais c'est un des principaux exportateurs de tourteaux de soya. Donc, oui, la production est toujours prévue à 31,2, même s'il y a une réduction de la récolte, on n'anticipe pas une réduction de la production dans le tourteau de soya. Au niveau des exportations, vous voyez l'Argentine, hein, de loin, hein, le premier joueur. On parle de 28 millions de tonnes, un chiffre qui serait semblable à peu près à l'année passée là, en termes d'exportation. C'est pour ça que quand on parle de réduction de production de soya, ça devient un enjeu pour ce qui est du tourteau de soya, en fait, là, parce que c'est le premier. Et de loin, c'est le Brésil qui arrive deuxième avec un 12 millions de tonnes en moins. Donc vraiment un joueur dominant, l'Argentine, dans le tourteau de soya. Est-ce que, si vous regardez les ending stocks, hein, les chiffres un peu moins élevés que l'an dernier, on était à 14,3 l'an passé, on sera à 12,9 millions de tonnes cette année. Maintenant, ça va voir un peu du côté du blé. Pour ce qui est du blé, on parle de l'Ukraine, c'est pour ça que je vous ai ramené ce tableau-là. Vous voyez ici la production ukrainienne de l'an dernier, on parlait de 25,4 millions, la prévision est à 33. Excusez, c'est pas la prévision, c'est la production de l'an dernier, on est à 33 millions de tonnes. La grande question, ce 33 millions de tonnes, c'était une excellente récolte. Ce qui se passe au niveau des exportations, je pense que le tableau est ici en haut, excusez, je m'en viens chercher les exportations d'Ukraine. Comme je vous dis, j'ai l'impression que l'USDA n'a pas fait nécessairement tous les réajustements potentiels en raison du conflit actuel. Vous voyez, hein, 24 millions de tonnes en février, on a diminué de 4 millions de tonnes les exportations d'Ukraine. C'est un chiffre qui possiblement va être révisé à la hausse.
On en avait exporté 16,8 l'année précédente. Et on est allé jusqu'à 21 en 2019-2020. Donc ça reste quand même des prévisions d'exportation très élevées. Compte tenu du contexte actuel, on peut mettre un gros point d'interrogation sur ce chiffre d'export-là, qui risque de diminuer. Par contre, comment qu'on pourrait dire ça, le stock, s'il ne bouge pas, il n'est pas nécessairement disparu, là, à moins que on commence à faire exploser des silos de grains là, en Ukraine, là, mais vous comprenez que le stock va être là, va bouger à un moment donné si le conflit finit par se régler. Donc, ça aussi, si le stock n'a pas bougé là, puis qu'il finit par bouger, qu'il arrive massivement sur le marché, puis ça pourrait avoir un impact là, négatif sur les prix. Donc, vous comprenez que le règlement du conflit en Ukraine permettrait d'enlever beaucoup de pression dans le marché. Maintenant, ici, non, ça va. Donc, si on retourne sur le marché à terme, dans le maïs, on a fait des nouveaux sommets, vous voyez le graphique, hein, des nouveaux sommets cette semaine. En ce qui concerne le marché du maïs, si on va voir un petit peu les analyses, vous voyez, c'est une augmentation de 1%, de 1,9. On a eu un creux au milieu de semaine, mais on termine la semaine quand même sur des hausses. Vous voyez, les indicateurs sont encore très positifs en ce qui concerne le momentum là, dans les contrats à terme dans le maïs. Côté du soya maintenant, même chose, hein, on a fait des nouveaux sommets avec le prix du soya. Si on va voir ici, vous voyez, c'est une augmentation là aussi à peu près de 1% pour la semaine. Côté technique, vous voyez, hein, les indicateurs sont encore très très positifs pour le soya, donc ça va être à suivre dans les prochains jours. Je dirais pas semaines, parce que le contexte change tellement rapidement qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin que quelques jours, mais pour débuter la semaine, ça reste positif en termes de momentum. Maintenant, du côté du tourteau de soya, là aussi, des nouveaux sommets. C'est une augmentation de presque 4% du prix cette semaine dans le tourteau. Si on va voir les indicateurs techniques cette fois-ci, là aussi, encore très positif en termes d'indicateurs techniques. Donc, les prix possiblement, s'ils ne continuent pas à monter, mais possiblement se stabiliser au niveau actuel. Là. Mais les nouvelles vont tellement vite et le contexte peut changer tellement rapidement que je vous dirais que les indicateurs techniques présentement, avec les mouvements violents, sont un peu brouillés. Le blé, hein, le graphique parle de lui-même. Hein, on a touché des sommets dans la semaine précédente. Cette semaine, c'est un recul de 8,5% du prix du blé. Donc un peu de pression qui a été relâchée là, par le marché dans le blé. Si le conflit en Ukraine devait se régler, j'aimerais dire dans les prochains jours, mais je ne crois pas que ça se règle aussi rapidement, mais ça peut finir par se régler dans les prochaines semaines, mais évidemment, vous avez compris que le prix du blé risque de reculer très, très, très rapidement. Il y a seulement eu quelques ouvertures de discussion, et vous voyez, la pression est revenue, ça a enlevé beaucoup de pression sur les prix. Les indicateurs techniques ici dans le blé, vous voyez que c'est un peu moins éloquent, mais ça reste quand même très positif. Là. On a certains indicateurs qui sont en mode vente présentement, mais la majorité des indicateurs neutre ou achat. Donc, le momentum est peut-être un peu moins fort que dans les autres grains, compte tenu de la baisse qu'on a eue dans la dernière semaine, mais il reste quand même positif d'un point de vue technique. Puis je le répète, hein, les indicateurs techniques dans des marchés aussi volatiles, des fois, ça peut être un peu difficile d'y voir clair juste sur une base technique. Maintenant, dans le porc, allons voir un peu le marché du porc. Hein, pas revenu sur les sommets qu'il avait fait, mais quand même une belle poussée des prix cette semaine. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, ça a été un recul des prix. Le marché était plutôt négatif. La découpe avait reculé. Le prix cash semblait vouloir stagner. Cette semaine, le prix au comptant est reparti à la hausse. Par contre, la découpe, on sent qu'il manque un peu de momentum là-dessus. On termine la semaine en baisse. Vous voyez que pour terminer la semaine, ça c'est le contrat de juin, une hausse de 5,75% au cours de la dernière semaine. Qu'est-ce qui a retenu la production de porc? J'ai mes notes ici, je me cherche dans mes notes, excusez. La production cette semaine, c'est une baisse de presque 4% sur la même semaine l'an dernier. Donc, on reste encore dans le rouge en termes de production. Depuis le début de l'année, c'est un recul de 7,5% de la production américaine. C'est très, très, très important comme recul. C'est des gros chiffres quand on parle de plus que 2-3% de baisse, c'est des chiffres assez importants. Fait que pour ceux qui se demandent comment le prix du porc fait pour se maintenir au niveau actuel, je pense que la réponse est là, hein, le recul de la production
est très très importante. Donc, même si on a eu une baisse en termes de demande sur le marché d'exportation, ben, je pense que la baisse de production est venue amplement compenser ça, ce qui fait que sur le marché domestique, ça permet de maintenir les prix au niveau actuel. Pour ce qui est du contrat, si on le ramène en dollars canadiens, vous voyez le contrat de juin en dollars canadiens, hein, 306,65 la fermeture vendredi. C'est tout près des sommets qu'il avait fait là, dans le mois de février. La marge, je devrais dire que pour les 12 prochains mois, avant de parler de marge, c'est mieux de parler de prix moyen. Pour la période d'avril 2022 à mars 2023, on parle d'un prix moyen entre 261 et 262 $ du 100 kg. Ça reste des chiffres que j'oserais pas dire record, mais qui sont très, 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 très élevés. En même temps, c'est une chance parce que le prix des grains est très, très, très élevé aussi, ce qui fait en sorte que la marge, malgré un prix à 261 $ du 100 kg, oscille autour du 12 $ par 100 kg. Donc, on a des prix records présentement dans le port sur une période de 12 mois, mais qui ne donnent pas des marges records. Vous avez compris pourquoi, hein? Le prix des grains. Donc, le coût de production tourne à peu près autour de 250 $ du 100 kg pour la période d'avril 2022 à mars 2023. Donc, un coût de production extrêmement élevé. Maintenant, si on va voir ici, je vous ai sorti quelques chiffres concernant, ça ici, ça va. Attendez un peu, là. Ça, c'est correct. C'est ici, c'est notre dollar. Excusez, je me cherche un peu. Bon, c'est ici. La Chine, on parle de la Chine, hein, je viens justement de mentionner le fait que les exportations sont en diminution depuis le début de l'année, les exportations américaines. Un attaché de l'USDA, il y a de cela 2 semaines, a émis un rapport. C'est un attaché de l'USDA qui est vraiment en Chine, qui a fait ses prévisions, lui, de production chinoise versus les chiffres officiels de l'USDA. Donc, on a 2 colonnes pour 2022. Vous voyez, USDA Official, c'est les chiffres officiels, les dernières prévisions de l'USDA, et lui, ses prévisions à lui. Donc, en termes de production, on parle de, lui, s'attend à une production de 64,5 oui, c'est ça, 64,5 millions de tonnes. L'USDA est à 62, donc puis si vous regardez l'an passé, on était à 61,5 qui est le chiffre officiel, donc ce sera encore une augmentation de production en Chine pour 2022. Donc, ceux qui misaient sur le fait qu'on avait eu une liquidation, que c'était une liquidation en cours à cause d'un des prix et des cas de PPA qui ont envie de réaugmenter, ben je pense qu'avec des chiffres comme ça voudrait plutôt dire que c'est plutôt une tendance d'augmentation de production et non pas une liquidation qu'on assisterait. Si ces chiffres-là se concrétisent, évidemment. En termes de production, c'était 50 millions, excusez, je me suis trompé de ligne, désolé, c'est le nombre de têtes, ça, de 645 millions de têtes versus 615 l'an dernier, donc ce serait 30 millions de têtes de plus abattues cette année, ce qui ferait une production officielle de 50 millions de tonnes. L'USDA est à 49,5, donc on n'est pas tellement loin de l'USDA à ce chapitre. Au niveau des importations, je pense que c'est ce chiffre-là que je vais attirer votre attention. L'an dernier, le chiffre officiel de l'USDA était à 4,4. L'année 2020, qui a été l'année record d'importation pour la Chine, on a terminé à presque 5,3 millions de tonnes, donc un recul de presque 1 million de tonnes en 2021. Et si on se fie aux derniers chiffres de cet attaché-là de l'USDA, on passerait de 4,4 à 3,3, donc c'est un recul encore de plus que 1 million de tonnes au niveau des importations de porc. Puis ça s'explique évidemment par la production qui continue d'augmenter, qui continuerait, je devrais dire. Je vais laisser ça au conditionnel, on va le savoir seulement à la fin de l'année, mais la production chinoise qui augmenterait suffisamment pour limiter les importations. Donc, faut pas s'attendre, en tout cas ceux qui s'attendaient à un rebond important des importations chinoises, si ces chiffres-là se concrétisent, évidemment vous allez être déçus parce que c'est plutôt une baisse encore plus prononcée cette année que l'an dernier en termes d'importations chinoises, puis on reviendrait à des chiffres qui étaient encore plus proches de l'historique chinois. Donc en gros, c'était ce que je voulais attirer votre attention sur ce petit rapport. Maintenant, si on va du côté du dollar, c'est le graphique que je vous ai mis tantôt. Désolé pour les petites erreurs, c'est des plaisirs de s'enregistrer, faire du live.
Ici, dollar canadien, hein, dans beaucoup de volatilité là aussi. Vous voyez, on a des hauts et des bas. Cette semaine, une belle reprise du dollar canadien. Quand on parle de volatilité, bien évidemment, ça donne un petit boost au dollar américain qui vient plomber le dollar canadien. Cette semaine, on a terminé la semaine en force, là, une hausse, on a terminé, terminé la semaine en force, mais en fait, on a terminé là où on avait laissé la semaine dernière. Vous voyez, l'augmentation est de 0,14% sur une semaine. C'est pas très important, mais on a permis de rattraper le recul. On a descendu presque à 77,5. On a terminé la semaine à 78,5. Donc, qu'est-ce qui a permis de ce rebond-là? Ben, les données d'emploi au Canada, hein, une création de 337 000 nouveaux emplois en février, un recul de 0,2 du taux de chômage qui passe à 5,5. Donc, c'était positif pour le dollar canadien. Prix du pétrole, quand même, à 109 $. On termine la semaine à 109 $ du baril. Ça aussi, ça reste un facteur qui est normalement, je dis bien normalement, positif pour le dollar canadien. Comme je vous dis, dans le contexte d'incertitude actuelle, le dollar américain reste une valeur refuge importante. Donc, si la volatilité devait s'accroître ou l'incertitude sur le marché, on peut s'attendre peut-être à un recul du dollar canadien. Mais dans les faits, le dollar canadien est peut-être un peu sous-évalué parce que l'économie canadienne va très bien. Donc, le dollar canadien pourrait être un peu plus élevé qu'actuellement. Donc, possiblement, vous voyez, hein, dans les 12 derniers mois, on a monté jusqu'à 83 pour le dollar canadien. Quand on regarde le graphique, c'est une tendance à la baisse depuis un an, en fait. Est-ce qu'on va être capable, dans ce contexte-là, de repartir? Les prévisions pour le taux de change canadien sont assez variées. La palette est large, donc certaines institutions financières voient le dollar canadien encore à 81, 82, d'autres sont plus à 76. Donc là aussi, beaucoup de brouillard, mais je pense que le corridor dans lequel on est depuis plusieurs mois, là, de 78-80, pourrait tenir encore quelques semaines. Là où ça pourrait changer, c'est la vitesse à laquelle la Fed va procéder à ses hausses de taux. Est-ce qu'ils vont aller plus rapidement ou avec des hausses plus fortes que la Banque du Canada? Je pense qu'ils pourraient permettre au final de donner une tendance à la hausse ou à la baisse au dollar canadien dans les prochains mois. Bon, je devrais dire plutôt dans les prochaines semaines. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Puis je voulais mentionner le fait que chez Bernard Breton, si vous avez du maïs à vendre, du blé, on est acheteur pour alimenter notre meunerie et notre clientèle de moulange à la ferme et nos producteurs laitiers qui achètent des grains. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre au 418-475-6641 au poste 147. Vous pouvez m'écrire au fournier@bernardbreton.com. Puis si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que je couvre dans la capsule, ben c'est toujours la même chose. Hein. Vous vous gênez pas, puis vous m'écrivez ou vous m'appelez, puis je vais essayer de répondre du mieux que je peux à vos questions. Donc sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, bonjour.